Bravo, bravo, bienvenue. Et donc, on est toujours dans connaître l'esprit. Et donc, ça sert à quoi cette étude-là? À transformer son esprit. À transformer son esprit. Ouais, parce que si on veut transformer quelque chose, il faut savoir ce qu'est ce quelque chose qu'il faut transformer. Ouais, exactement. Très bien. Et donc, on apprend, alors pas nécessairement la nature de l'esprit dans son aspect conventionnel et ultime, dans le sens clair-lumière, etc., etc. Ça, c'est plutôt quand on étudie, quand on essaie de pratiquer le Mahamudra, etc., etc., et, ou le Dzogchen, etc. Et on peut aussi essayer de connaître la nature conventionnelle de l'esprit pour connaître son continuum, savoir quel est le potentiel de l'esprit. Ouais, c'est ce qu'on étudie dans le premier module de découverte du bouddhisme. Si ça vous intéresse, ça va commencer ce mois-ci au centre Ganjun-Jupa en Suisse et c'est aussi disponible sur Zoom. Et donc, on apprend justement ce qu'est l'esprit, comment le transformer, qu'est-ce que c'est que la perception, la conception, quel est le continuum de l'esprit, quel est le potentiel de l'esprit. On va apprendre à méditer sur l'esprit, etc., etc. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis, il y a plein d'autres modules qui suivent après. Donc, en effet, l'esprit, c'est très important dans le bouddhisme. Pourquoi? Parce que les vraies souffrances et les vraies origines, on parle beaucoup de l'esprit là-dedans, non? Bah oui, c'est mon principe, oui. Ouais, par exemple, les vraies origines, c'est quoi? Karma klesha. Karma et klesha, en effet. Ouais, les kleshas, ce sont les afflictions, et le karma, bah, c'est le facteur mental intention. Ouais, donc c'est un facteur mental. Et les afflictions sont des facteurs mentaux. Donc on parle de la cognition quand on parle des vraies origines, non? On parle de l'esprit. Et donc, en effet, tout relève de l'esprit. C'est pourquoi c'est très important d'étudier ce qu'est l'esprit. Ok, très bien. Et donc, on a vu qu'il y a, il y a plusieurs divisions. Il y a une division septuple, division bipartite, division tripartite, etc. Ouais, donc là, on est dans quelle division? Tripartite, je crois. Tripartite. Septuple, puisqu'on Septuple. est les yogiques. Ouais. Oui, septuple. Exactement, septuple. Exactement. Donc, on verra les tripartites et les bipartites vers la fin, mais on peut voir en effet que Geshe Jambel Sambel, qui a composé le texte original que commente la Rinpoche, on verra justement dans la suite du texte, en tibétain, à la page 44, il dit que les autoperceptions et les perceptions yogiques sont des perceptions directes mentales. Donc, en effet, ça veut dire que soit on a des perceptions sensorielles, soit on a des perceptions mentales. Ouais. Soit on a des consciences sensorielles, soit on a des consciences mentales. Et comme les yogiques et les autoperceptions, il serait difficile de les classer dans les sensoriels, et ben, le texte original les classe dans les perceptions mentales. Mais ça pose question. Ouh là là, ça pose question. Surtout pour l'autoperception. Ok. Très bien. Et donc, on est dans les perceptions directes. Il y en a combien? Oula. C'est perception directe sensorielle et mentale. 5 sensorielles et mentales. 5 et 6. Oui, ok. Mais on pourrait dire que dans le texte, dans les divisions septuples, quand on parle des perceptions directes, elles sont divisées. Elles ont des divisions majeures, ouais, qui sont. Sensorielle et mentale, non? Oui, mais on pourrait aussi diviser les mentales, non? En direct et... Il y a les yogiques, il y a l'autoperception. Il y a la clairvoyance, il y a la yogique. Ouais. Oui. Il y a... La clairvoyance, c'est yogique, non? Ah. Il y a deux choses différentes, il me semble. Oh, on va pouvoir débattre. Ok. Il y a l'autocognition aussi. Il y a l'autocognition, exactement. Donc en effet, ok, si on prend tout ce que vous avez dit, c'est très juste. Si on met tout ça dans l'ordre, ok, donc on a perception directe sensorielle. Ouais, il y en a combien? Il y en a 5. C'est facile. Ok. Ensuite, il y a perception directe mentale, ouais, dont font partie les clairvoyances ou l'intuition, comme vous voulez. Et puis, ce qu'on est en train de voir là, ce qui fait suite à un moment de perception sensorielle, ouais, ce petit moment infinitésimal de perception mentale directe qui appréhende une forme, ok, dans le continuum d'un être ordinaire. Ok, ensuite, on verra juste après, là, dans les mêmes pages, l'autoperception. Ouais, donc la perception directe autocognitive et la perception directe yogique.
Ouais. Donc, ce sont les 4 types généraux de perception directe. Est-ce que ça parle à tout le monde? Oui. OK. Bravo, bravo. Très bien. Et donc, en effet, la définition d'une perception directe sensorielle, c'est quoi? Perce- C'est une condition non conceptuelle. Libre de conceptualisation. Et non erroné. Et non erronée. Nouvelle. Non erronée. Voilà, elle est nouvelle, elle est libre elle est non erronée et par son propre pouvoir. OK. OK. De sa D'accord. propre condition souveraine. Oui. OK. Oui. Qui est quoi? C'est quoi sa condition souveraine non commune? Sa condition dominante non commune? Une faculté sensorielle physique. Oui, une faculté physique, exactement, une faculté sensorielle physique. OK, très bien. OK, donc si on remet tout ça dans l'ordre, tout ça, c'est très juste, hein, mais si on remet tout ça dans l'ordre, la définition, c'est rangi tumo maimbe daken wambo zuchemba la tene kieba kanshi toba dans deshima tueripa. Ouais, donc c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée qui est produite en dépendance de sa propre condition dominante non commune, une faculté sensorielle physique. Oui, zuchemba en tibétain, il faut que ce soit de la forme. Ouais, ok. Alors, quand on parlera d'une perception mentale directe, ce sera tout la même chose, sauf la condition dominante. Ce ne sera pas de la forme, ce sera une faculté Mental. mentale, exactement. Yiwan, ce ne sera pas Zulchenba. Et donc, parfois, dans certaines traductions, par exemple, dans Buddhist Psychology, ouais, de Geshe Tashitsering, qui vont très bien aussi, ils vont dire, par exemple, que la faculté dominante pour une perception directe mentale, ça va être une faculté sensorielle mentale. Mais moi, ça me gêne un peu. Voilà. Je préfère enlever sensorielle, juste faculté mentale. Parce que, en effet, on dira d'une manière très grossière ou superficielle dans le bouddhisme qu'on a 6 sens, parce qu'on a 6 consciences, ouais, 5 consciences sensorielles et une conscience mentale, mais ça pourrait prêter à confusion de garder une faculté dominante sensorielle mentale pour la perception directe mentale. Pourquoi? Parce que soit on parle de conscience sensorielle, soit on parle de conscience mentale. Et donc, si pour la conscience mentale, on parle d'une faculté sensorielle mentale, ça risque de mélanger un petit peu les genres et ce serait compliqué. Ouais. Donc, personnellement, je préfère enlever faculté sensorielle pour parler de la faculté mentale. Est-ce que ça vous parle? Hmm. Ok, bravo. Bravo, bravo, vous êtes déjà des experts en épistémologie bouddhiste. C'est vraiment super. Bravo, bravo. C'est super. Très bien. Et je voulais vous parler, tant qu'à faire, de parler de Buddhist Psychology, il y a aussi l'excellent Science and Philosophy in the Indian Buddhist Classics. Ça a été institué par Sa Sainteté Dalai Lama avec Thupten Jimba. Et donc, il y a le volume 1, c'est sur la forme, etc., sur Dura, sur la forme, etc., sur ce qui est un composé non associé, ce qu'est le temps, etc. Le volume 2, c'est sur la conscience, sur aussi la division septuple, la typologie septuple de Chapa Chueki Sangye. Oui, donc il y a des développements très intéressants. On en reparlera pour la supposition correcte quand on arrivera dans les facsimilés de perception directe. Ouais. On en reparlera parce qu'il y a des points très intéressants par rapport à ça. Ok. Et donc on est arrivé dans la perception directe mentale. Et donc c'est quoi la définition d'une perception directe mentale? Cognition libre de conceptualisation. Cette civilisation est non erronée qui naît en dépendance de sa propre condition dominante non commune. Une faculté Mental. mentale, Mentale. bravo, c'est tout à fait ça. Bravo, bravo, c'est magnifique. Ok, et donc pour revenir un petit peu à notre résumé général, quand on dit qu'il y a en effet ces 4 types généraux de perception directe, il y a sensorielle, mentale, autocognitive et yogique, à leur tour, elles peuvent être divisées. Ouais, par exemple, les perceptions directes sensorielles peuvent être divisées en combien? En 5. En 5. En 5, très bien. Et chacune d'elles peut être divisée en combien? Pardon. En 3, les 3 conditions. En 3. En 3, alors pas nécessairement à cause des conditions, mais parce que une perception sensorielle peut être soit une cognition valide, soit une cognition subséquente, soit une cognition inattentive. Ah, ouais. Oui? Ok. Une perception directe mentale, pareil, elle peut être soit une cognition valide, quand elle est nouvelle et infaillible, soit une cognition subséquente, quand elle est simplement infaillible,
soit une condition inattentive, quand elle n'est pas infaillible. Ouais? OK. Pour l'autocognition, ça va être pareil. Elle peut être soit une cognition valide si elle est nouvelle et infaillible, elle peut être une cognition subséquente si elle est seulement infaillible, et elle peut être une cognition inattentive si elle n'est même pas infaillible. Ouais? Et par contre, pour la perception yogique directe, Elle n'est jamais inattentive. elle n'est jamais inattentive, exactement. Elle est soit une cognition valide, soit une cognition subséquente. Elle réalise nécessairement son objet, qu'elle le réalise nouvellement ou pas. Ouais? OK, c'est ce que dit souvent, c'est Acharya Dharmakirti qui est cité dans les textes, qui dit l'eau de Chempe Tonyene, Namba Tamche Nyebarje. Il dit pour ces cognitions des sages, donc des Aryas, ces cognitions-là certifient tous leurs aspects. Ouais, elles certifient, elles authentifient, elles réalisent tous leurs aspects. Donc ça veut dire qu'une cognition yogique n'est jamais inattentive. Par contre, elle peut être soit une cognition valide, si elle est nouvelle et infaillible, ou alors elle peut être subséquente si elle est seulement infaillible. Mhm. Ouais? Mhm. Waouh, bravo, bravo! Magnifique! Magnifique! C'est super. Et donc, on en est à la page... OK. Les perceptions directes, OK. Qui sont mentales, ouais. Je crois que j'ai avancé quelques pages. C'était pour voir ce qu'il dit après. OK. Donc, on en est dans la perception directe mentale. Et donc, il y en a certaines qui sont indiquées en cette occasion et celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion. Celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion, bah, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez les clairvoyances. OK, très bien. Et donc, est-ce qu'une clairvoyance est nécessairement une perception directe yogique? Oui. Ah, c'est intéressant ça. Mm. Non, non, dit Sabine. Oh que non! Pourquoi non? Parce qu'on peut être clairvoyant sans avoir une perception yogique. Simplement, c'est le calme mental qui nous permet d'avoir cette clairvoyance. Voilà. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Souvenez-vous que, alors bien sûr, on ne l'a pas encore vu, on a simplement effleuré, mais on verra justement dans la perception directe yogique que celle-ci est bien sûr une cognition libre de conceptualisation et non erronée qui est produite en dépendance de sa propre condition dominante non commune, qui est un samadhi, qui est l'union de shamatha et de vipassana. Oui, mais pour avoir une clairvoyance, il n'y a pas besoin d'avoir vipassana. D'accord. Oui, ce Ouais. matin, Exactement, shamatha suffit, exactement, tout à fait. Bravo, bravo. Très bien, waouh, 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 c'est magnifique. Très bien, donc maintenant qu'on est dans celles qui sont indiquées en cette occasion, ça veut dire que ce sont des perceptions directes mentales qui appréhendent le même objet que les consciences sensorielles, les perceptions directes sensorielles qui les auront occasionnées. Oui. Ouais. Bonjour, utilisateur invité Euh, qui a rejoint la conversation. tu peux répéter? Oui, alors en effet, on a, on a mais je suis très content que tu me le demandes parce que souvent les gens n'osent pas me faire répéter. Et Ah, à la, là, et à c'est la fin, complexe. après, on ne sait plus de quoi on Mm, parle. Donc c'est très bien, il faut me faire répéter. Bravo. mm. OK. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on a celles qui sont indiquées en cette occasion et celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion. Donc, celles qui ne nous concernent pas, ce sont les clairvoyances, donc qui sont générées en fonction des concentrations des samadhis, le shamatha, etc. Et on a les perceptions directes mentales indiquées en cette occasion. Celles qui nous intéressent là, ce sont celles qui appréhendent des formes en particulier, ces mêmes formes qui sont appréhendées par les consciences sensorielles qui auront occasionné ces perceptions mentales directes. Mm. Ouais, ça veut dire qu'en effet, il y a 3 types de production. Soit on alterne, on a une perception, par exemple, on va prendre un exemple concret. Vous avez une perception visuelle qui appréhende le bleu, qui appréhende la couleur bleue d'une fleur, par exemple. OK, très bien. Vous avez cette conscience visuelle qui appréhende une couleur bleue et selon certains, vous auriez, juste après ce premier moment, une perception mentale directe appréhendant le même bleu. Mm. Puis le second moment de la perception visuelle appréhendant le bleu, suivi du second moment de perception mentale directe appréhendant le bleu, etc. Et donc ce serait en alternatif. Ouais, ce serait du courant alternatif. OK. Donc ça, c'est une première explication. Ensuite, il y a une explication en 3 genres.
Oui, Sabine? On a une conscience, par exemple, visuelle qui voit quelque chose. Oui. Donc ça passe, donc il y a l'objet, la faculté, la conscience, mais dans cette conscience visuelle, est-ce qu'il y a l'identification? Nécessairement, oui. Et alors pourquoi puisqu'elle identifie, pourquoi on a une conscience mentale qui suit après? Puisqu'elle, Oui, normalement, si elle identifie, elle devrait reconnaître. exactement. Mais Tout à fait. mais les mentales, elle n'est pas conceptuelle. Oui, Et exactement. Cette perception mentale C'est ça qui comprend. directe n'est pas conceptuelle. Oui, oui, je comprends bien ça, Ouais. mais si on identifie, alors on identifie quoi si elle n'est pas conceptuelle? Alors en effet, ça c'est une question extrêmement difficile parce que en général, quand on dit identifier, identifier, certifier, authentifier, réaliser, déterminer, etc., ça peut vouloir renvoyer à la même chose. Et donc, quand on parle du facteur mental d'identification, on a l'impression qu'en effet, on a nécessairement la réalisation de cet objet. Oui, on réalise nécessairement cet objet. Mais ça voudrait dire que n'importe quelle conscience devrait être une cognition valide ou au moins une cognition subséquente. Ça veut dire une conscience qui réalise son objet. Mais hélas, ce n'est pas nécessairement le cas. On peut, par exemple, avoir une conscience visuelle appréhendant un mirage. Cette conscience visuelle, elle a malgré tout le facteur mental d'identification. Mais cette identification sera distordue. Ouais. C'est-à-dire que on peut avoir une identification totalement incorrecte, et donc d'ailleurs, hein, c'est comme ça que vénérable Geshe Dandul explique la psychologie bouddhiste. Ouais, quand il dit par exemple que, si, par exemple, on doit faire passer le confort de quelqu'un d'autre avant le nôtre, souvent on a une sensation déplaisante parce que ça va à l'encontre de nos habitudes. Ouais, à cause de cette, sensation déplaisante, on va avoir une intention de se diriger plutôt vers notre zone de confort, plutôt que de, dépasser cette zone de confort et de, laisser la place à l'autre. Ouais, et ça, c'est dû à quoi cette sensation déplaisante et cette intention de s'éloigner de cet acte? De l'identification. Ouais, parce que notre identification est étriquée, elle est même incorrecte, où on est uniquement tourné sur soi-même. On est et d'une manière en plus incorrecte. Ça veut dire qu'on se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai à perdre en laissant la place à l'autre?» Alors que si on ouvre notre identification, on se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai à gagner?» Plus de confort intérieur, plus de disponibilité et ultimement l'éveil. Et donc, si on identifie ça, à ce moment-là, on aura une sensation plaisante et donc l'intention de laisser la place à l'autre. Ouais, donc notre identification, elle peut être soit étriquée, soit vaste, soit même incorrecte, soit même correcte. Ouais. L'identification, dans ce cas-là, identifier, ça ne veut pas dire la même chose. Quand on parle de l'identification dans le sens de la discrimination, ça veut dire avoir quand même un minimum de, réflexion. alors pas nécessairement de réflexion, parce que l'identification, elle existe dans les perceptions directes, ouais, mais un minimum de, comment dire? On sait à peu près malgré tout de quoi il s'agit. On arrive, même si par exemple, vous voyez un objet au loin, vous avez l'impression que c'est un être humain, mais c'est une souche d'arbre, par exemple. Malgré tout, votre identification arrive à distinguer la souche d'arbre ou l'être humain supposé par rapport au champ lui-même. Ouais, c'est assez, mécanique en fait l'identification. Elle peut être extrêmement, par exemple, on a l'impression que c'est un être humain qui nous fait coucou alors que c'est un épouvantail, par exemple, ou une souche d'arbre. Notre identification est totalement incorrecte vis-à-vis de l'objet lui-même. Par contre, elle fonctionne dans le sens où elle distingue bien la souche d'arbre du champ lui-même. Mmh. Ouais. C'est ça, en fait, ce facteur mental d'identification qui peut être totalement incorrect vis-à-vis de la nature même de l'objet, même si elle arrive à le distinguer de ce qui n'est pas cet objet. Mmh. Bravo, bravo! Oui, Est-ce que je peux me permettre, alors, oui, comme s'il y avait quand on parle des zones du cerveau, il y a la zone visuelle du cerveau et puis il y a le cortex frontal. Et aujourd'hui, on dit que le cortex frontal, c'est celui qui va identifier de façon claire, alors que la partie visuelle va juste identifier, dans un premier temps, comme tu le dis. On peut faire le parallèle avec ça, tu penses? on pourrait, si on regarde par exemple, si on regarde par exemple l'esprit de perspective de Christopher de Charme, je crois pas qu'il soit publié encore en français, mais il existe toujours en anglais.
Je crois que ça s'appelle Two Views on Mind, 2 perspectives par rapport à l'esprit en anglais. Et donc, c'est un neuroscientifique néerlandais qui a étudié un petit peu l'épistémologie bouddhiste. Et donc, il a en effet trouvé des ponts entre l'épistémologie bouddhiste telle que l'école Gelugpa l'interprète en tout cas, et les neurosciences dans le sens où il y a des mouvements ascendants et descendants. Ouais, les mouvements ascendants, c'est depuis les aires sensorielles vers les aires conceptuelles. Et il y a aussi un mouvement descendant depuis les aires conceptuelles vers les aires sensorielles. Et donc, il y a une rencontre entre les deux, en effet. Il y a une rencontre entre les deux, entre ce qui relève du simple percept et ce qui relève de l'intellect. Et donc, il y a une identification complète quand, en effet, on a non seulement l'objet identifié d'une manière brute, d'une certaine manière, et quand on conceptualise, on se dit, bah, cet objet est nécessairement ci, pas ça, etc., etc. Dans ce cas-là, c'est conceptuel. Donc, il semble en effet qu'il y ait une rencontre entre ces deux aires, en effet. Oui, tout à fait. Il existe en français. Il existe toujours, enfin, il existe, oui, il est disponible, mais et je crois plus qu'il soit publié, ouais. Ouais, il existe toujours, ok. Ça, Enfin, il est sans doute utilisé, mais il existe. D'accord, bon, c'est cool ça. Super. Oui, Vali? Oui, en fait, moi, la question que je me pose, c'est la notion du correct. À partir de quel moment je peux dire ce que je vois et que c'est une perception correcte, parce que je ne vois toujours jamais tout de quelque chose. Donc, je ne peux jamais dire que c'est correct ce que je vois, parce qu'il y a toujours... voilà, à partir de quel moment je peux dire que c'est correct? Ça, c'est très difficile. Est-ce qu'il y a un critère pour dire que c'est correct? Aujourd'hui, vous avez des questions balèzes. Ok. C'est un peu difficile. Par exemple, en effet, ça dépendra de toutes les de différentes écoles. C'est comment noyer le poisson, en fait, en fonction des différentes écoles. Par exemple, on peut avoir une identification correcte de la couleur de l'objet, mais pas nécessairement de l'objet. Ouais, par exemple, dans certains textes, par exemple dans le Lorik de Yongzim Pulbuchok, et peut-être même dans celui de Geshe Jampel, il faudrait vérifier, il y a les conditions valides qui, on peut dire, qui s'authentifient elles-mêmes, et il y a des conditions valides qui nécessitent l'authentification d'une autre condition valide. Par exemple, on avait parlé, je me souviens, une fois de cet exemple, vous êtes le soir et vous voyez au loin une couleur rouge. De ce point de vue-là, c'est correct. Ouais. Mais par contre, vous ne savez pas nécessairement que c'est la couleur d'un feu. Et donc, vous vous rapprochez et c'est là que vous sentez la chaleur, etc. Vous voyez les flammes bouger. Et là, en effet, vous dites, ah, mais cette couleur rouge est la couleur d'un feu. Et donc, dans ce cas-là, vous avez une authentification qui est un petit peu plus correcte, on pourrait dire. Malgré tout, dès le départ, quand vous identifiez la couleur rouge, c'était malgré tout correct au regard de la couleur, pas nécessairement au regard de l'objet qui possède cette couleur. Ouais. Donc, ça reste subjectif. Alors, ça reste C'est au moment où je vois que c'est rouge, la réponse, elle est juste à ce moment-là, je me rapproche vers autre chose, je me rapproche encore, et donc ça reste toujours subjectif, ce qui est correct. Exactement. Exactement. Ça dépend vraiment de est-ce que notre conscience appréhende un petit peu plus que l'objet. Par exemple, on pourrait trouver dans ce même exemple, on pourrait se dire, OK, je vois une couleur rouge, très bien, c'est correct au regard de la couleur, mais pas encore au regard de l'objet qui possède cette couleur. On va se rapprocher, on va se dire, ah oui, tiens, c'est un feu, très bien. Donc c'est la couleur du feu, c'est la couleur rouge du feu. Dans ce cas-là, notre identification est un petit peu plus correcte, un petit peu plus complète. Par contre, on ne sait pas nécessairement un feu de quoi. Un feu de bois, un feu de feuilles, un feu de cheminée, un feu de paille, on ne sait pas encore. Et donc là, il faudra encore se rapprocher et identifier le combustible. Ah, c'est un feu de paille, etc. Et donc là, on aura Qui a fait le feu et tout ça, ouais. Exactement. Et là, on aura une identification encore plus correcte. Mais là, l'aspect correct et l'aspect complet ne sont pas corrélés dans tous les cas, sinon seule une conscience omnisciente n'aurait que des identifications correctes. Exact, ouais, ok. Ouais. Et donc, en effet, c'est ce que dit Geshe Dreyfus dans Recognizing Reality.
quand il parle de ce que veut dire réaliser, certifier, comprendre, authentifier, etc. Et il dit, on n'est pas nécessairement obligé de connaître tout de cet objet. Par exemple, je réalise une table en face de moi sans nécessairement savoir qui l'a fabriquée, quels sont les grands-parents de la personne qui l'a fabriquée, qu'a mangé cette personne le matin avant de fabriquer la table, combien de molécules elle possède, etc., etc. Malgré tout, je certifie ce qu'est une table. Ouais. Et donc, il faut qu'il y ait malgré tout un seuil minimal et suffisant pour dire qu'on authentifie quelque chose. Mais si on parle d'une simple couleur, dans ce cas-là, on peut très bien identifier la couleur sans nécessairement identifier l'objet qui possède cette couleur. Ouais. Donc, ça peut être très rudimentaire, en effet. Ouais. Et d'ailleurs, si on se fie à ce que dit l'Abhidharma, ce que réalise vraiment nos consciences sensorielles est assez pauvre. Ça veut dire que, normalement, quand on parle d'une forme source, c'est quoi, ceux qui ont étudié les débats? Des formes visuelles. Ce sont les formes visuelles. Et elles sont divisées en combien? Il y a contour et couleur, non? Il y a contour et couleur, exactement. Donc ça veut dire que on peut dire en effet que nous voyons une table, on peut le dire. Il y en a qui l'ont dit, il y en a qui ont essayé. Mais on ne peut pas dire que notre conscience visuelle réalise une table pour l'Abhidharma. Notre conscience visuelle pour l'Abhidharma ne réalise qu'une couleur et un contour. Elle ne réalise pas une table. Une table est beaucoup plus qu'un couleur et un contour. C'est un objet fonctionnel, etc., etc. Ouais, donc, on pourrait dire que, au sens de l'Abhidharma, ce que réalisent nos sens, c'est assez pauvre. Nos consciences visuelles réalisent des contours et des couleurs. Nos consciences auditives réalisent des sons agréables, désagréables, articulés, pas articulés, etc. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'une conscience auditive réalise une symphonie? Non. Ça pourrait être compliqué. Ouais, au sens strict de l'Abhidharma. Mais au sens des épistémologues ultérieurs qui ont interprété Achala Dharmakirti, et donc les réalistes, en fait, les semi-réalistes que sont les Gelugpa, contrairement aux Sakyapa, ils diront en effet qu'une conscience peut très bien réaliser un objet plus étendu que simplement une couleur et un contour. Donc c'est vraiment extrêmement détaillé. Si vous lisez l'anglais, je vous conseille vraiment cette symphonie philosophique qu'est Recognizing Reality de Geshe Dreyfus, que j'espère un jour traduire en français. C'est vraiment un texte incroyable qui explique énormément de choses par rapport à tout ça. Ouais. Ok. Donc en effet, ça pose beaucoup de questions. Si on s'appuie uniquement sur cette école philosophique, vos questions vont finir par justement heurter le flanc des murailles de cette école philosophique. Ouais, au bout d'un moment, la muraille va montrer ses failles. Et il faudra passer au-delà et arriver au Chittamatra, puis arriver au Madhyamaka. Ouais. Mais malgré tout, c'est quand même un très bon point d'appui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront gardées malgré tout. Ouais, ça vous parle? Ok, bravo. Très bien. Et donc, on a cette production en 3 genres. Ça veut dire que vous avez une perception visuelle qui appréhende une forme. Vous auriez une perception mentale qui appréhende cette même forme en même temps. Et vous auriez une autocognition qui fait l'expérience de cette conscience visuelle. Donc l'autocognition, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais elle viendra juste après. Ouais, donc l'autocognition, les Sautrantika l'acceptent, presque toutes les écoles, sauf Prasangika et Vaibhashika. Ouais, acceptent l'autocognition. Par exemple, ici, Geshe Tashitsering parle uniquement des Prasangika qui la réfutent, mais il faut rajouter Vaibhashika aussi, c'est clairement mentionné. Et dans Recognizing Reality aussi, Geshe Serme Khensu Losang Tashi Rinpoche parle des Prasangika qui n'acceptent pas l'autocognition, mais il faut rajouter et les Vaibhashika aussi. Pas pour les mêmes raisons, bien sûr. Ouais, les Vaibhashika, c'est clairement accepté que eux réfutent l'aspect, cet aspect qui est dans la conscience, et l'autocognition, c'est l'aspect appréhendant. Ouais. Et donc, si une école réfute l'aspect, elle ne peut pas accepter l'aspect appréhendant, et donc elle ne peut pas accepter l'autocognition. Donc c'est pourquoi les Vaibhashika n'acceptent pas l'aspect et donc l'autocognition. Les Prasangika, c'est pour d'autres raisons. Ok.
Mais la plupart des écoles vont accepter l'autocognition. Et donc, dans cette production de 3 genres, vous auriez une perception visuelle qui appréhende la table, une perception mentale directe qui appréhende la table en même temps, et vous auriez une autocognition qui fait l'expérience de la conscience visuelle. Et donc la question se pose, pourquoi pas 4 genres plutôt que 3? Parce que si vous avez une conscience mentale appréhendant la table, vous devriez avoir cette conscience mentale qui a une autocognition. Et donc il devrait y avoir 4 genres et pas 3. Ouais. Et donc on avait vu en effet que Latine Rinpoche disait, oui, mais ils disent qu'il y a 2 consciences qui vont vers l'extérieur et une conscience qui va vers l'intérieur. Et donc, puisqu'on a 2 consciences qui vont vers l'extérieur, on les inclut dans un groupe, conscience qui va vers l'extérieur. Mais on pourrait très bien dire la même chose si on avait 2 autocognitions. L'autocognition qui fait l'expérience de la conscience visuelle et qui fait l'expérience de la conscience mentale. Elles sont toutes les 2 tournées vers l'intérieur. Donc, on devrait aussi les mettre dans un seul groupe. Et donc, ça donnerait que 2 groupes, conscience vers l'extérieur, conscience vers l'intérieur. Donc, c'est soit 2 groupes, soit 4 groupes. Mais 3, ça ne joue pas. Voilà, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Oui. Et ensuite, on avait vu, alors je sais, on était à la page 91 ou pas? 92. 92, bravo. Ah. Ok. On avait vu, en effet, que Kedubje, sans la nommer, accepterait plutôt la production de 3 genres. Oui, exactement. Mais en fait, en effet, il y a, je ne sais plus si on avait parlé d'un même type d'isolat et un même type de substance. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce qu'on avait parlé de ça ou pas? Ok. En voyant les sourcils français de Sabine, en effet, on n'a pas vu ça. Non, ça ne me dit rien. Ok, très bien. Donc, il faudrait que je retrouve ça. Tiens, je pourrais vous montrer ça. C'est juste pour vous le montrer, mais je vous enverrai le truc en question, le document, parce que c'est très intéressant pour ceux que ça intéresse. Voyons voir. Ça s'appelle Un est différent. C'est un tableau que j'avais fait à partir d'un passage de Debate in Tibetan Buddhism de Daniel Perdue, qui parle justement de la distinction. Oui, ça y est, je l'ai ici. Ok, et donc c'est très très intéressant. Alors, activer le démarrage du partage d'écran. Est-ce que vous voyez Oui. ce truc-là qui est intéressant? Alors, c'est peut-être trop. Ok. Très bien. Très bien. Donc, vous avez soit un, soit différent. Ça, vous le savez déjà. Vous avez déjà fait plein de débats. Et donc, vous savez que si ça existe, c'est soit un, soit différent. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Très bien. Et donc, par exemple, est-ce que table est une? Oui. Oui, table est une. Très bien. Est-ce que table et chaise sont une? Non. Non, elles sont différentes. Ok, très bien. Et donc, quand on dit un ou différent, c'est assez similaire par rapport au fait de dire un même auto-isolat ou des auto-isolats différents. Ça veut dire que seule table est une avec table. Ouais, table rouge n'est pas une avec table. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Oui. Et table rouge, si elle existe et qu'elle n'est pas une avec table, elle est différente de table. Ok. Donc ça veut dire que seule table est son propre auto-isolat, est un seul et même auto-isolat. C'est ça que ça veut dire. Seule table rouge elle-même est son propre auto-isolat. Il n'y a que table rouge qui soit une avec table rouge, etc., etc. Très bien. Une fois qu'on a distingué ça, on peut ensuite voir d'autres similarités ou identités ou différences. Vous avez une même entité substantielle. Ça faudrait que je le corrige en mettant une même substance, mais bon, c'est pas grave. Je mettrai les deux, comme ça au moins c'est plus simple. Pour ceux qui ont l'habitude d'entendre entité substantielle. Donc une même entité, deux phénomènes qui sont à la même entité, ça regarde plutôt la perception. Ouais, par exemple ici, vous avez une même entité substantielle ou une même substance, ça revient à la même chose, c'est ekadravya en sanskrit. Phénomène produit de manière non diverse en termes d'entité substantielle, ça ne parle pas beaucoup. Par contre, la deuxième, ici, donnée par Latine Rinpoche, est beaucoup plus claire. Ça veut dire ces phénomènes qui apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément. C'est ça, deux phénomènes qui sont une même entité substantielle. Ok, donc ça va.
Ensuite, vous avez un même type. C'est-à-dire que deux phénomènes qui sont un même type, ça veut dire que naturellement, quand notre esprit se dirige vers eux, notre esprit va dire, tiens, ceci est comme cela. Ouais, c'est ce qui est mentionné ici dans la définition. Un même type d'isolat, ou un même type d'isolat en termes de phénomènes qui sont affirmatifs. Ouais. Donc des phénomènes naturellement capables d'engendrer une conscience chez quelqu'un qui pense ceci et cela sont similaires simplement en étant vus par quiconque oriente son esprit vers eux. C'est-à-dire que vous regardez dans le champ en face de vous, il y a en effet il y a des souches d'arbres, il y a des rochers, il y a de l'herbe, etc. Et vous voyez deux chevaux. Oui. Naturellement, votre esprit va dire, tiens, cet animal est semblable à cet autre animal. Ouais, parce que ces deux chevaux se ressemblent dans leurs caractéristiques foncières, on pourrait dire. Ils ont quatre pattes, ils ont des crins, etc., etc. Ouais, Mhm. ça vous parle? Oui. Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc, là, on parle d'un même type d'isolat. Ça veut dire qu'il s'agit d'un même genre. Ça veut dire qu'en effet, ce cheval est d'un même genre que l'autre cheval. C'est ça que ça veut dire un même type d'isolat. Ça veut dire que leurs isolats sont très similaires. Ça veut dire que ce cheval est un avec ce même cheval, on pourrait dire. Ce cheval blanc est un avec ce cheval blanc et ce cheval noir est un avec ce cheval noir, mais les deux sont similaires dans le sens où ils sont des chevaux. Chacun est un cheval. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Un même type d'isolat. Ok. Donc une fois qu'on a compris ça, ok, parce qu'après dans le texte, il parle d'un même type de substance, mais ou un même type d'entité substantielle. Il faudrait que je rajoute là aussi un même type de substance. Euh, c'est pas du tout la même chose. Ouais, une même substance et un même type de substance, il y a quatre possibilités entre ces deux-là. Ah. Pour les, ouais, ça, il faudra qu'on le voit dans cette saison qui vient d'ailleurs dans les débats. Parce que dans les débats, on a vu pas mal de choses. Ce soir, d'ailleurs, on va corriger un petit peu le quiz, etc., que vous avez excellemment fait, d'ailleurs. Il y a énormément de bonnes réponses. Et dans la saison qui vient, dans les débats, on essaiera d'approfondir un petit peu tout ça. Ouais, un même type de substance, une même substance, etc. OK. Donc, un même type de substance, un même type d'entité substantielle, c'est quand deux phénomènes sont nés de la même cause substantielle. Ouais, comme deux grains de blé qui viennent du même épi de blé. Ouais, ok. Donc, dans ce cas-là, c'est très différent. Ok. Donc là, c'est juste pour vous donner des petits points par rapport à ça, mais c'est pour essayer de comprendre ce que dit Latil Rinpoche ici. Je vous partagerai bien sûr le tableau. Comme ça, vous pourrez regarder tout ça avec un regard avide de connaissances. C'est déjà sur le drive de Dura. Ok. Très bien, génial. Bah, c'est super. Très bien. Donc, en effet, si on regarde ce que dit Gelugje, il dit qu'en effet, une production de trois genres, même si lui-même ne l'appelle pas comme ça, c'est acceptable parce que le Bouddha dit que chaque personne a un seul continuum de conscience. Donc c'est là où ça pose question. Ça veut dire que combien de conscience avez-vous en ce moment? Hein? L'impression d'en avoir aucune, mais sinon. Moi aussi, surtout ce matin au réveil. Bah, on en a plusieurs en fait. On a des consciences visuelles, Oui. actives, tactiles, etc. 5 et puis 6 mentales. avec les... Exactement. Donc vous avez plusieurs consciences en ce moment. Mais le Très bien. continuum, c'est autre chose. Exactement, ça veut Ouais. dire que le continuum, c'est autre chose. Ça veut dire qu'une seule personne possède un seul continuum dans le sens, à chaque fois, il faut que cette personne n'ait qu'une conscience qui soit un même type d'idolat. Qu'une conscience mentale, une conscience visuelle, une conscience auditive, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux consciences visuelles en même temps. Deux consciences visuelles qui seraient un même type d'isolat. Ouais, ça ne jouerait pas. Ouais, ça veut dire deux consciences qui seraient un même type d'isolat, ce serait deux consciences visuelles pour le même objet. Ou même deux consciences visuelles pour des objets différents en même temps. C'est pas possible. Ça doit alterner. Ouais, ça veut dire qu'on va regarder la table, puis le champ, puis la pièce, puis le livre, puis l'écran, etc. Donc ça va se succéder. Mais on ne peut pas avoir deux consciences visuelles qui appréhendent en même temps table et non table. C'est-à-dire qu'il y a un balayage. Ouais, c'est ce que les neurosciences vont dire aussi, il y a un balayage. Mais sûr qu'on peut voir deux objets qui sont simultanés.
Ouais, je peux très bien dire, OK, il y a beaucoup de tables aujourd'hui il y a même du chenil même dans la pièce aujourd'hui. Il y a beaucoup de coussins, beaucoup de tables, et cetera, en désordre et donc je peux très bien les voir simultanément. OK. Mais le problème, c'est que notre conscience visuelle va certifier soit l'un, soit l'autre, mais de manière très rapide, en succédant très rapidement. C'est comme ça que ça va être expliqué dans les textes et du point de vue des neurosciences, ça a l'air d'être ça aussi. On parle d'un balayage, ouais, ça veut dire qu'on va passer d'une table à l'autre, puis revenir à cette table et cetera et voir qu'en effet, elles sont distinctes et cetera. Donc en effet, on ne peut pas avoir 2 consciences visuelles qui appréhendent, sous même carrément le même objet. On ne peut pas avoir 2 consciences visuelles qui appréhendent cette même table, c'est pas possible. C'est une seule conscience visuelle qui appréhende cette même table. Ouais et donc ça veut dire qu'on a une seule conscience d'un même type d'isolat à chaque fois et pour la conscience mentale, c'est pareil. Et donc c'est pourquoi Kedubje dit: «On peut très bien avoir une conscience visuelle appréhendant une table, une conscience mentale appréhendant une table, puisque ce sont 2 types d'isolats différents Mm. et une autocognition qui fait l'expérience de l'une ou de l'autre, parce que c'est encore un type d'isolat différent». Mm. Ouais, ça joue? Mhm. OK et donc ça, il ne contredit pas le Bouddha qui parle d'un seul et même continuum de conscience pour chacun, parce que le Bouddha parle d'un seul et même type de conscience dans le sens d'un même type d'isolat. C'est ça que veut dire ici Kedubje. Donc ici, il y a marqué un même genre Hmm. d'opposé en français, mais en général, c'est plutôt un même type d'isolat qu'il faut dire. C'est pourquoi ici, moi, je vais corriger dans la version qu'on a sur Word. Donc il dit en effet à la page, précédente en bas, il explique que cela ne contredit en rien la déclaration du Bouddha voulant que chaque être conscient n'est qu'un seul continuum de conscience, si celle-ci, donc cette conscience, est interprétée comme indiquant un même type d'isolat, Dokparikchik en tibétain, et non un même genre de substance, Dzerichik. Donc Dzerichik, c'est un même type d'entité substantielle ou un même type de substance, c'est ce qu'on vient juste de voir. C'est par exemple 2 grains de blé qui viennent du même épi de blé. Et ces 2 grains de blé sont un même type d'entité substantielle ou un même type de substance, Dzerichik. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de la même cause substantielle, l'épi de blé ou la pousse de blé, comme vous voulez. Mm. Ouais? Oui, mais je vois pas le rapport là avec la conscience Oui. et le continuum. D'autant que, oui, en effet, on voit pas trop le rapport, d'autant qu'après, la Tenrinpoche parle d'une même substance, ce qui n'est pas la même chose qu'un même type d'entité substantielle. Mm. Parce qu'être une même substance et un même type de substance, il y a 4 possibilités, comme on l'a dit. OK. Donc ici, en fait, ce qu'il faut essayer de voir, OK, donc il dit en effet, et non un même genre de substance. Donc là, il va expliquer, pour lui, il n'y a pas de faute concernant la production au même moment de plusieurs consciences d'un même type de substance. Ça veut dire que, par exemple, l'autocognition et la perception visuelle sont un même type de substance parce que les 2 sont nés de la même cause substantielle, un moment de conscience immédiatement antérieur. D'accord. Ouais, donc dans ce cas-là, ça joue. Et on pourrait même dire d'une certaine manière que, alors pour la conscience mentale, ce serait plus compliqué. La conscience mentale qui appréhende cet objet, est-ce qu'elle a la même cause substantielle que la conscience visuelle qui appréhende cet objet? Ça pose question. Ça pose question, mais je me souviens, Corinne avait posé cette question-là, l'année dernière. Est-ce que la condition immédiate est nécessairement la cause substantielle de cette conscience? Heu, dans certains textes, ils disent oui, par exemple, dans Pointing the Way to Reasoning, ça semble être le cas. Ouais, et donc ça voudrait dire que la condition immédiate, c'est un moment de clarté cognitive qui est immédiatement antérieur à cette conscience. Donc, c'est ce moment de clarté cognitive dont l'entité se transforme pour donner cette conscience qui est de la clarté cognitive. Mm. OK. Et donc, dans ce cas-là, la conscience mentale, elle a sa propre cause substantielle, un moment de conscience mentale immédiatement antérieur. Oui, on pourrait dire que la conscience mentale, elle peut avoir comme cause substantielle même une conscience visuelle, Conscience visuelle, oui. puisque la conscience visuelle, c'est de la clarté cognitive de toute façon. Mm. Ouais. Et donc c'est là où ça pose question. Est-ce que la cause substantielle qui est une conscience visuelle et l'effet substantiel qui est une conscience mentale, est-ce qu'elles ont nécessairement toutes les mêmes caractéristiques? Les textes diront non, bien sûr que non.
une cause substantielle et son effet substantiel n'ont pas nécessairement toutes les mêmes caractéristiques. Par exemple, vous pouvez très bien avoir, c'est ce que dit Kelubje d'ailleurs dans Freedom Through Correct Knowing, dans cette version anglaise, qui est très très bien. Kelubje prend l'exemple d'une personne qui est en train de méditer sur le non-soi, par exemple. Cette personne médite sur le non-soi, c'est un bodhisattva qui est sur la voie de préparation. Ouais, donc, ce bodhisattva a une généralité de sens du non-soi, a une réalisation conceptuelle du non-soi. Vous êtes d'accord? Et juste après, ce bodhisattva devient un Arya bodhisattva, et donc sa conscience conceptuelle se transforme en perception yogique directe. Donc une conscience conceptuelle est la cause substantielle d'une conscience non conceptuelle. Ouais. Et donc ça veut dire qu'en effet, la cause substantielle et son effet substantiel ne partagent pas nécessairement les mêmes caractéristiques. Une conscience conceptuelle peut très bien se transformer pour donner l'entité d'une conscience directe, non conceptuelle. Ouais, on pourrait dire... Est-ce qu'on Oui, peut... pardon, oui, vas-y. c'est-à-dire que il y a une telle différence entre une perception d'un aria et enfin, comme l'exemple que tu disais, est-ce qu'on est sûr qu'il y a vraiment un lien entre les deux? Alors, s'il n'y a pas de lien entre les deux, parce que le lien, c'est quoi? C'est ce que dira Acharya Dharmakirti. Il dira Mena Mijunwa. Il dira si cela n'existe pas, cela ne pourra pas advenir. Ouais, ça veut dire que est-ce qu'on pourrait avoir une réalisation yogique directe du non-soi sans faire précéder cette réalisation yogique du non-soi par une réalisation conceptuelle du non-soi? C'est la question, justement. Est-ce que c'est possible? Comment le Bouddha a-t-il fait pour passer de l'un à l'autre? Alors justement, on pourrait même se poser la question, comment le Bouddha est passé de l'un à l'autre, dans le sens où avant d'être un Bouddha, c'était un non-Bouddha, et quand il est devenu un Bouddha, c'était un non-Bouddha. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer de l'état de non-Bouddha à l'état de Bouddha? Ah oui. On pourrait prendre l'exemple d'une graine et d'une pousse. Une graine est une non-pousse, et pourtant elle engendre une pousse, qui est une non-graine. Ah oui, Donc d'accord. en effet, la cause et son effet sont nécessairement contradictoires. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi on étudie les débats aussi pour comprendre ça. C'est que dans les débats, on apprend les bases de la philosophie dans le Il y a sens le où nom de soi. une cause et effet sont équivalents, mais une cause et son effet sont contradictoires. Ouais. Ça veut dire qu'une graine n'est nécessairement pas une pousse. C'est nécessairement une non-pousse qui produit une pousse. Oui. C'est intéressant ça. Et donc, une conscience conceptuelle n'est nécessairement pas une réalisation directe pour les non-prasangika. Donc pour les Sautrantika, une conscience conceptuelle n'est nécessairement pas une réalisation yogique, puisqu'une réalisation yogique, c'est une cognition libre de conceptualisation et infaillible. Libre de conceptualisation et non erronée, pardon. Une réalisation yogique, c'est nécessairement une perception directe. Ouais, une perception directe est nécessairement libre de conceptualisation. Alors que la cognition inférentielle et la cognition conceptuelle subséquente qui lui aura succédé, etc., elles sont nécessairement conceptuelles. Et pourtant, elles vont donner comme résultat, comme effet substantiel, une réalisation yogique qui, elle, est nécessairement libre de conceptualisation. C'est-à-dire que la cause qui n'est pas libre de conceptualisation et son effet substantiel qui est libre de conceptualisation ont en effet des caractéristiques discordantes au regard de cela. Mais elles ont des caractéristiques similaires dans le sens où les deux sont des consciences, sont de la clarté cognitive. Comme la graine est de la matière et la pousse est de la matière. Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'on met les consciences yogiques dans les consciences et pas dans les réalisations, en fait. Alors, en effet, les réalisations yogiques sont des réalisations. Mais en effet, quand on parle d'une réalisation, ce qui est une claire réalisation, c'est normalement une conscience, oui. Forcément une conscience. Ouais. Quand on parle de l'abhisama et l'alamkara, etc., les claires réalisations, etc., c'est, bon, en français, on met claire réalisation, mais en fait, c'est juste pour insister sur
une syllabe tibétaine ou une syllabe sanscrite, etc. Mais normalement, on pourrait mettre juste réalisation. Une réalisation, c'est une conscience, en effet. Ouais. Ouais. Mais quand on parle de réaliser un objet, dans ce cas-là, réaliser, c'est une action. Et donc, dans ce cas-là, c'est un composé non associé. Ouais, donc ça dépend si on parle de réaliser un objet ou si on parle d'une réalisation d'un objet. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Et donc, il y a aussi réalisation et claire réalisation. Ouais, ça veut dire que quand on rajoute clair, c'est pour parler des voies, les voies, les terres et les voies, etc. Par exemple, en ce moment, ma conscience visuelle a une réalisation de la couleur orange de la table. Mais ce n'est pas une claire réalisation, parce que je ne suis pas entré dans les voies. Ouais. Donc on a des réalisations, on en a partout, on en a tout le temps des réalisations par nos consciences visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles, mentales. Par contre, ce ne sont pas encore des claires réalisations. Ouais, parce qu'une claire réalisation, c'est une conscience qui est entrée dans les voies d'accumulation, de préparation, etc., etc. Dans les voies qu'elles relèvent du véhicule fondamental ou les voies mahayanistes. Ouais, ça vous parle? Mhm. Wow, magnifique, magnifique. Ok, très bien. Donc ici, en effet, cette question de est-ce que la conscience visuelle qui appréhende une table et la conscience mentale qui appréhende cette même table, est-ce qu'elles sont un même type de substance? Ça veut dire est-ce qu'elles sont nées par la même cause substantielle? Ça pose question. Ça pose question. Donc on va pas trop insister là-dessus parce que sinon il y aura plus personne la fois prochaine. Moi le premier. Ok. De sorte qu'il n'y a pas de faute touchant l'assertion de la production simultanée d'une perception directe appréhendant la forme et de l'appréhension qui en fait l'expérience. Des consciences, donc, qui sont une même entité substantielle, mais qu'il y en aurait une concernant la production simultanée de deux moments de perception mentale directe appréhendant une forme. Des consciences qui sont un même type d'opposé. OK. C'est-à-dire exactement le même type général. OK. Donc, en effet, ça veut dire que là aussi, ça pourrait poser question, par exemple, à ce que dit ici la Rinpoché. Il dit la perception visuelle appréhendant une table et l'autocognition de cette perception visuelle, est-ce qu'elles sont un même type de substance? Ça pose question. Parce que si on dit que la perception visuelle et l'autocognition sont un même type de substance, ça veut dire qu'elles sont nées par la même cause substantielle. Mhm. Mais plus loin, à la page 44 en tibétain, Geshe Jampel Sampel dit les autoperceptions font partie des cognitions mentales. Donc, Donc ça veut dire qu'on aurait une conscience visuelle et une autocognition qui est une conscience mentale qui serait née de la même cause substantielle. Ça pose question. Ok, alors je ne vais pas aller plus loin. Très bien. La troisième assertion est celle qui s'accorde avec notre système et correspond à l'intention de Je Tsongkhapa et de son fils spirituel, Gyatso Je. Gedugje est aussi son fils spirituel, bien sûr. Prenons comme exemple la production de 5 moments d'une perception directe sensorielle appréhendant une forme. Ce sont 5 moments consécutifs portant attention au même objet. Vous avez 5 moments d'une perception visuelle appréhendant une table. OK. Et c'est seulement à la fin de ces 5 moments qu'est produit un moment de perception directe mentale appréhendant cette forme. Notre texte, ainsi que le manuel de Panchen Sonagdrapa, sur lequel est basé ce texte, donc il est surtout utilisé à Jepung Loseling, et vraiment très très précis aussi. Le manuel de Panchen Sonagdrapa, très très intéressant. Le manuel de Jamyang Shepa, c'est celui qu'on avait étudié à Sheduk Chokorling avec le vénérable Otok Rinpoche. C'est le Lorik Tache de Gongkyen Jamyang Shepa qui est extrêmement détaillé, extrêmement difficile. Et tous les autres s'accordent à poser comme explication correcte de la manière dont une perception directe mentale indiquée en cette occasion est produite, la production à la fin du continuum. Ok, donc la plupart des textes vont dire, des textes Gelugpa vont dire, c'est à la fin d'un continuum qu'on a une perception mentale directe du même objet réalisé par la conscience sensorielle. Ouais? Ok. Panchen Sonagdrapa et Jamyang Shepa s'accordent aussi sur le fait que pas plus d'un moment très court de perception directe mentale indiqué en cette occasion est produit. C'est pourquoi il existe dans le continuum des êtres ordinaires, des êtres au pluriel d'ailleurs, des êtres ordinaires, tels que nous-mêmes, au pluriel aussi, même au pluriel, des cognitions dont les objets apparaissent mais ne sont pas authentifiés. Cognitions qui sont donc des phénomènes absolument imperceptibles ou très cachés. Ouais, ok.
Donc ça veut dire, très caché, ça veut dire quoi? C'est une division des différents types de phénomènes. Oui, Qui peuvent être compris que par le raisonnement ou en perception directe chez les réalisés, quoi, chez les... oui, C'est subtil maintenant. oui, exactement, c'est subtil. Il y a une division des phénomènes en manifestes et Caché. pas manifestes, ouais, donc cachés. Ok, paroksha, ça veut dire caché. Ok, très bien. Caché et hypersensoriel, c'est deux choses différentes. Ouais, caché et hypersensoriel. Ouais, hypersensoriel, c'est dans le dernier chapitre du Tattva Samgraha de l'abbé Shantarakshita, où il se pose ces questions. Comment est-ce que on fait pour savoir si telle personne est omnisciente ou pas? Ouais, on pourrait dire que à la rigueur, l'omniscience n'est pas nécessairement un phénomène caché. Mais bon, ça, pour moi, c'est un phénomène caché. Mais on pourrait se dire, par exemple, est-ce que un virus en général, l'existence d'un virus, pour nous, c'est un phénomène caché? Oui. Alors très bien. Donc Sauf pour, si on l'observe au microscope, mais bon, voilà, pour un scientifique dans son laboratoire, est-ce qu'un virus est un phénomène caché? non. Ah non. Ok. Donc ça veut dire que par exemple, quand on est en cours de sciences, etc., le prof nous dit, regardez, vous mettez les yeux sur le microscope, qu'est-ce que vous voyez? Ah, on voit un truc rond, etc. Eh ben, c'est un virus. Ok. Donc ce n'est pas un phénomène caché, on n'a pas besoin de passer par une inférence, une déduction logique pour y avoir accès. Ouais, donc c'est un phénomène manifeste. Ok. Par contre, sans microscope, comment est-ce qu'on sait s'il y a un virus sur la table ou pas? On ne le sait pas. Ouais, ça veut dire qu'il n'apparaît pas à nos consciences sensorielles. Donc, c'est un objet hyper sensoriel. Il est trop subtil pour être appréhendé comme ça. Mais en général, ce n'est pas un phénomène caché, c'est un phénomène manifeste. Il est directement on peut l'appréhender directement grâce à un outil fait pour ça. Ouais, ok. On pourrait dire, imaginez, dans les textes, ils prennent un autre exemple qui est moins scientifique, mais l'exemple de quelqu'un qui est clairvoyant, qui voit des esprits, des entités, etc. Ok, très bien. Donc cette personne, si elle est dans un état méditatif, elle pourrait voir des esprits, etc. Mais si cette personne n'est pas en état méditatif, elle ne pourrait pas vous dire, tiens, il y a un esprit sur la table ou pas. Ouais, parce que cet objet est hyper sensoriel. Il est au-delà de nos sens. C'est ça que ça veut dire hyper sensoriel. Ouais, c'est pas nécessairement un phénomène caché, ça ne se recouvre pas. Phénomène caché et phénomène hypersensoriel. Ouais, phénomène hypersensoriel, c'est quand on ne sait pas si l'objet est présent dans tel ou tel endroit. Alors qu'un phénomène caché, c'est qu'on ne sait pas si l'objet existe ou pas, tout simplement. On ne spécifie pas si c'est en tel ou tel endroit. Si par exemple on ne sait pas ce qu'est l'impermanence subtile, on ne va pas se poser la question si elle existe là ou là ou là ou là. L'impermanence subtile, en général, on ne la connaît pas, tout simplement. Ouais. Par contre, un phénomène hypersensoriel, c'est un phénomène dont on connaît l'existence, mais on ne sait pas s'il existe à tel ou tel endroit en particulier. C'est ça que ça veut dire. Ok, très bien, ça c'est très important. Ok, et même en sanskrit d'ailleurs, ce sont des mots différents. Atindriyartha en sanskrit pour les phénomènes hypersensoriels et paroksha pour les phénomènes cachés. Ouais. Donc ici, il parle des phénomènes cachés. Il y a des phénomènes qui sont légèrement cachés, comme la poulette dans Camelot. Elle est bien cachée. Ok, donc ça c'est juste pour ceux qui ont la référence. Ok, elle est bien cachée. Ok, très bien. Donc, ça, c'est les phénomènes qui sont légèrement cachés parce que si on les cherche bien, on va les trouver. Ok. Et donc, les phénomènes légèrement cachés, on y a accès grâce à une inférence fondée sur le pouvoir des faits. Par exemple, le non-soi, l'impermanence subtile, etc. On peut raisonner et les certifier. Mais il y a des phénomènes trop bien cachés. Très bien. Et donc, ces phénomènes trop bien cachés, comment on fait pour y avoir accès? On se fie à l'autorité valide, ouais, des écritures. Pas de n'importe quelles écritures, bien sûr, hein. Ok, donc il faut pouvoir certifier que ces écritures sont la parole d'un omniscient, donc il faut certifier la possibilité de l'omniscience, et c'est ce que fait justement l'abbé Shantarakshita dans le Tattva Samgraha. Ok, donc c'est très intéressant, pour ceux que ça intéresse. Très bien, donc ce phénomène extrêmement caché qui a un moment de conscience infinitésimale, un moment de conscience mentale qui fait suite à un train de conscience sensorielle, il est trop bref pour pouvoir être certifié par nous.
Et donc, c'est pourquoi on parle d'un phénomène extrêmement caché. Et donc, c'est sur les textes, on doit se fier sur le pouvoir des textes qui relèvent d'un témoignage valide, on pourrait dire. Ok, très bien. Mais cela n'est vrai que des perceptions directes mentales indiquées en cette occasion. Celles qui ne sont pas indiquées, comme les clairvoyances, les autoperceptions incluses dans le continuum des êtres ordinaires, ont la capacité d'authentifier leur objet, c'est-à-dire de le réaliser. Ouais, ça veut dire que là, on parle des perceptions mentales directes qui sont indiquées en cette occasion, ça veut dire celles qui appréhendent des formes, c'est-à-dire celles qui font suite à un train de conscience sensorielle. Ce sont des phénomènes extrêmement cachés pour nous, pour moi qui ne suis pas un Arya, mais ce n'est pas un phénomène caché pour un Arya, parce qu'un Arya doit réaliser l'impermanence subtile, et donc il doit réaliser l'existence de ce moment de conscience extrêmement bref. Ouais, aussi bref aussi rapide que l'impermanence subtile. Ok. Ça vous parle? Ouais. Et là, alors, la réalisation de la permanence subtile, c'est nécessairement un Arya? Pour les Sautrantika, pour les non-prasangika, oui. Il n'y a que les prasangika qui diront qu'il existe des perceptions yogiques Et oui, dans le continuum des non-Arya. Et pour les Arya. non-prasangika, si c'est une réalisation yogique, c'est dans le continuum d'un Arya. Ah, d'accord, ok. Ouais. Est-ce que Bravo. je peux poser Bien sûr. une question? Oui. Alors, veuillez m'excuser parce que je ne suis pas une élève appliquée et que donc je ne suis pas de façon continue tous les cours. Là, concernant caché, non caché, ça peut dépendre aussi du facteur temps. Un homme de la préhistoire n'avait aucune connaissance du virus, donc pour lui, ce n'est pas la même chose que des scientifiques qui se disent « Oh, en fonction de tel et tel paramètre, on émet l'hypothèse qu'il peut y avoir un virus, mais on ne le sait pas, jusqu'au moment où le scientifique, avec le microscope, découvre le virus. » Oui, oui, tout Donc, à fait. il semble qu'il y a un facteur temps aussi dans ces phénomènes cachés, précachés et Oui. autres. Exactement. Exactement, ça dépend vraiment du contexte. Le contexte temporel, mais on pourrait dire aussi le contexte spatial. C'est-à-dire Oui. que pour telle ou telle personne, par exemple, on pourrait même dire chez les Tibétains, par exemple, la Renaissance, c'est un fait quotidien. La Renaissance, pour nous, occidentaux, il faudrait plus analyser, etc., pour certifier cette possibilité. Donc, en effet, il y a des réalités ou des notions qui semblent évidentes pour certaines cultures et pas pour d'autres. Ouais, donc ça dépend vraiment du contexte temporel, spatial, etc., en effet, culturel, etc. Bravo! Et on a terminé avec les perceptions directes mentales. Si vous avez des questions pour la prochaine fois, n'hésitez surtout pas. Normalement, il y a cours la fois prochaine, vendredi prochain. Vous avez les dates soit sur le WhatsApp, soit sur le Facebook. Et ensuite, on verra les autocognitions. Oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte. Et il y a les débats ce soir. Merci à votre enfant. Merci, salut. Bonne journée, merci à tous. À tout le monde. Au revoir. Merci. Merci, Tunpa. Avec plaisir. Ciao.